Bonjour, bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue. On va parler de mobilité, de sexisme, de géopolitique et de climat. Pour en parler, deux personnalités politiques bruxelloises et deux experts. Aurore Pénois, journaliste à vivre ici et à l'RTBF, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Dedecker, journaliste politique au vif, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Good move, Bruxelles tente donc de favoriser dorénavant la mobilité douce, on le saura. Cela ne se fait pas sans difficulté. Eh bien, à Paris non plus. Voici un extrait un peu volé du spectacle de Fabrice Lucchini à ce propos. Ça démarre. Et c'est le moment où on intègre les retardataires. Accueillons-les, car ce n'est pas de leur faute. Ils ont tout fait pour être à l'heure, mais nous sommes dans une ville qui a privilégié les mobilités douces, mais en même temps, il y a une haine qui règne dans cette ville. La trottinette a envie d'écrabouiller le piéton. Le piéton a peur de la bicyclette. La bicyclette crache sur le visage de l'automobiliste. Et le pauvre automobiliste en dépression qui ne parle plus. Encore il y a 20 ans, on entendait les gens s'insulter. « Ouais, connard !» Mais maintenant, ils ne parlent plus. Ils sont en dépression. Ils ont fait 110 mètres en 1h20. Ils sont contents. Et les trottinettes agressent le piéton. Le piéton a peur du cycliste. Le cycliste transgresse tout, car il est dans le bien. Il est dans celui qui ne produit pas de CO2, donc il te crache à la gueule. Et cette ville qui était sublime est devenue un champ de bataille, avec des bâtons jaunes partout. Hein? Alors nous, on n'a pas des bâtons jaunes, hein, ça c'est à Paris, des bâtons jaunes. Nous, c'est plutôt des blocs de béton. Mais donc, c'est une manière quand même humoristique de voir les choses. Mais en fait, on s'y croirait. Hein. Oui, c'est Bruxelles maintenant, c'est Bruxelles demain, j'ai quand même l'impression. En tout cas, oui, capitale de l'immobilité douce, clairement. Oui. Et alors, c'est cette tension qui existe entre les différents types d'usagers. Hein. Mais ça, c'est pas good move. C'était déjà le cas avant. Il y avait déjà un problème de partage de la route. Ça se confirme. Alors, effectivement, tout s'est exacerbé. Mais ça va être difficile de remettre tout le monde calmement autour, si pas de la piste cyclable, au moins de la chaussée. Quelle leçon politique on doit tirer de toute cette séquence Good Move qui dure maintenant depuis un mois? Et qui n'est pas fini, Jean-Jacques. J'espère qu'on pourra en parler avec nos invités, parce que spécifiquement avec 50% au moins de nos invités, je ne veux pas spoiler qui sera là ou pas, est-ce qu'on peut, je ne sais pas. Pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai entendu cette semaine le président de la Fédération socialiste de Bruxelles, Ahmed Laouej, dénoncer de l'idéologie. Notamment relativement à ceci. Je trouve toujours particulier qu'un homme politique ou une femme politique, quelqu'un dont le métier et la raison d'être est de défendre des valeurs, déplore que des personnes défendent des valeurs. Et à cet égard-là, je suis aussi très étonné du fait que, entre le moment où, en 2019, plusieurs partis, dont ceux qui sont dans la majorité bruxelloise, mais pas seulement, ont été désignés au Parlement et puis au gouvernement, et aujourd'hui, il y a des grands changements de doctrine, des grands changements d'idéologie, ce rapport à la voiture. À Bruxelles, on a un problème avec la voiture. J'ai des chiffres ici très intéressants. Je l'espère en parler tout à l'heure. Avec plaisir. Mais il y a une espèce de revirement. Et ce revirement, quelle est la traduction politique de ça, hormis l'immobilisme, hormis le refus de changer quelque chose qui aboutirait à donner moins de place à la voiture? Eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. On entend que les gens dire « ça ne va pas ». Ça ne va pas ce qui change, on est en train de changer et on veut aussi changer théoriquement parce que nous aussi, dans notre programme, on était contre la voiture. Et qu'est-ce qu'on a proposé à côté? Mais il n'y a rien. Ceux qui s'opposent au plan Good Move, qui est critiquable sous bien des aspects et d'ailleurs presque sur tous, n'ont aucune proposition, n'ont aucune contre-proposition. Et c'est pour ça que je suis assez content qu'on puisse parler bientôt à des invités politiques. Eh ben, on va les faire entrer, hein, puisqu'on en parle de ces deux invités politiques. Tous les deux sont députés bruxellois de la majorité régionale, donc qui assument Good Move, très actifs dans l'Assemblée. L'une en est à sa première législature, l'autre a déjà été bourgmestre faisant fonction avant d'être député. L'une a une famille qui vient de l'Est et s'est retrouvée dans l'Ouest bruxellois, et l'autre est née au Sud et vit au Sud, qu'ils entrent. Il négociera en 2014. C'est à la hauteur de la tâche. Donc
Donc nous recevons Christophe Magdalens, député bruxellois, défi, conseiller communal à Oudergem indépendant, il nous expliquera la différence. Et Leïla Agit, députée bruxelloise, PS, conseillère municipale molenbeekoise. Ancienne PS. conseillère communale molenbeekoise. Ancienne conseillère molenbeekoise, mais qui a toujours gardé Molenbeek dans son cœur, n'est-ce Tout à pas? fait, même si maintenant j'ai aussi Jette dans mon Voilà, cœur. Molenbeek et Jette. Alors, on va commencer par vous, Leïla Agit, puisque Nicolas de Decker a un petit peu lancé déjà le sujet de la mobilité sur un des événements de la semaine, c'est-à-dire la sortie qu'on attendait, c'est-à-dire le ministre-président Rudy Vervoort avait déjà annoncé la couleur, c'est-à-dire la couleur du frein sur Good Move. Ahmed Laouej a encore insisté, lui, sur le frein, sur l'idéologie. Alors, expliquez-nous un peu cette différence entre idéologie et pragmatisme. Où se situe le PS bruxellois? Alors effectivement, Good Move a été approuvé la précédente législature et oui, il y a eu un certain accord entre nombreux partis bruxellois sur l'idée. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, plusieurs années plus tard, en 2022, l'implémentation de Good Move pose problème et qu'il y a une certaine réaction dans la population à côté de laquelle on ne peut pas rester sans réponse. On ne peut pas regarder ailleurs, on ne peut pas continuer et se dire qu'on avait forcément la science infuse quand on a imaginé Good Move au départ ou dans la façon dont on a imaginé l'implémentation aujourd'hui, et que donc il faut être pragmatique, se dire qu'on doit pouvoir prendre un temps pour s'arrêter, constater ce qui se passe sur le terrain, se demander si finalement c'était une bonne idée aussi d'avoir une idée qu'on allait implémenter dans tout Bruxelles, parce que les quartiers bruxellois sont aussi très différents. Je pense à mon quartier à Jette, le Charlier, qui a eu un début de Good Move, ou Kuregem, ou le Pentagone. C'est trois quartiers profondément différents, et donc il faut se demander si implémenter de la même manière un même concept est forcément la meilleure solution, même si, oui, on doit travailler sur la mobilité à Bruxelles. Où se situe Défi dans cette bataille, Christophe Magdalens, du côté de l'idéologie ou du côté du pragmatisme? Oh, sûrement du pragmatisme. Je pense que d'ailleurs on s'en revendique le plus souvent. Bon, alors après, au-delà du pragmatisme, faut-il encore avoir une vision, un cap et se donner des moyens qui soient cohérents. Je pense ici quand même qu'on a une stratégie régionale qui a de la cohérence. Alors après, on sait et on connaît Bruxelles et la diversité des quartiers, et la spécificité des urbanismes qui varient d'un quartier à l'autre. Et donc, il y a peut-être des choses à améliorer, vous dites, sous le principe de la subsidiarité. À un moment donné, il y a des grands axes, il y a des voiries régionales structurantes, il y a une relation à avoir avec la périphérie notamment. Là-dessus, il y a des grandes stratégies à avoir et de la cohérence régionale à avoir. Après, les quartiers eux-mêmes, les habitants, les autorités communales ont aussi, à mon avis, une grosse plus-value à ajouter dans la mise en œuvre de ce plan régional de mobilité. Tout ça, on ne le savait pas avant, ça? Je pense qu'on le savait, mais je pense qu'on peut imaginer qu'ils le savaient, puisqu'on a quand même été accompagné par des experts en tout genre. Ce que l'on peut peut-être regretter, c'est qu'à un moment donné, quand on dit subsidiarité, on s'en remet aussi quelque part à un processus de participation, à un dialogue local. J'ai un peu l'impression aujourd'hui qu'il y a certaines communes qui se réveillent et qui ont l'air, qui sont en porte-à-faux pour défendre justement le dialogue local et je veux dire l'acceptation d'une série de mesures. Il faut un plan de mobilité à Bruxelles et la stratégie régionale est très claire. C'est notamment diminuer le nombre de déplacements individuels de confort. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a un shift modal à faire. Il y a une offre de transport public à améliorer. Tout ça, tout le monde est d'accord. Après, il y a la vie dans les quartiers au quotidien, où là, il est vrai qu'il peut y avoir une écoute supplémentaire et des stratégies très localisées qui peuvent être, à mon avis, développées en accord avec les gens et avec les autorités communales. Alors, Nicolas de Decker nous avait promis des chiffres. Et je les dois à mon extraordinaire collègue Églantine Nissen qui a chipoté tout ce matin de samedi à ce sujet. On parle beaucoup dans les discussions autour de ça, surtout en dehors de Bruxelles d'ailleurs. On explique souvent que environ la moitié seulement des ménages bruxellois ont une voiture. Et donc on réfléchit à ce problème-là en matière de possession, de proportion de la population. Mais la question de la voiture, c'est pas non plus seulement une question de pollution, c'est aussi une question d'espace public. Et j'ai calculé la proportion de voitures au mètre carré
région par région. C'est un peu triché parce qu'il y a des forêts en Wallonie, il n'y en a pas à Bruxelles, et il y a des plaines en Flandre, il n'y en a pas à Bruxelles. Mais on a à Bruxelles 3027 voitures du kilomètre carré. En Flandre, c'est 264. En Wallonie, c'est 108. Ça veut dire qu'il y a aussi une question d'espace. Quand Fabrice Lucchini parle des trottinettes et des cyclistes et des gens qui se disputent, c'est une question de partage de l'espace. Si vous ajoutez à ça les dizaines de milliers de navetteurs qui veulent venir à Bruxelles avec leur voiture, vous avez un espace public, parfois aussi privé bien sûr, qui est occupé par la voiture. Et la question que pose Good Move aussi, c'est ça, c'est quelle est la part de l'espace que l'on donne aux autres modes de transport. Et j'ai l'impression qu'il y a ici, par rapport à des réflexes qui sont compréhensibles de survie politique, et qui sont ni du pragmatisme ni de l'idéologie, je déteste cette fausse opposition fétide de Jean-Jacques. Parce que si vous faites pragmatisme contre idéologie, ça veut dire que vous êtes du côté d'une opinion plutôt que d'une autre. Et je pense qu'il y a des partis aujourd'hui, spécifiquement d'ailleurs plus le Parti socialiste que les autres, en tout cas dans la majorité, qui, par un réflexe de peur, décidé de renoncer à l'engagement qui était le leur, qui est de dire il faut baisser la place de la voiture dans l'espace public bruxellois. Léla Agic, est-ce que vous avez peur? Non, je n'ai pas peur, mais je suis aussi une bruxelloise. Et donc, je vis aussi dans cet espace public. J'ai un quartier où on a essayé d'implémenter quelque chose dans l'esprit de Good Move, et donc je l'ai vécu également. Et donc, il ne faut pas aussi oublier qu'on fait partie de cette collectivité. Je ne suis pas moins bruxellois que vous. Oui, non, mais c'est juste pour vous dire que parfois, on a aussi un certain vécu qui fait que l'on comprend ce qui se passe dans notre quartier et certains mécontentements et certains moments où on ne trouve pas du tout logique les décisions qui ont été prises. Et moi, je salue la bourgmestre de Jette qui a décidé quand même de réduire le temps de cette première phase test pour repartir vers les citoyens. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus se dire que certaines personnes considèrent que c'est comme ça qu'il faut faire et que c'est la seule solution et que l'ensemble des Bruxellois doivent accepter cela. Il y a parfois des gens qui sont tout simplement contre la façon dont Good Move a été implémenté dans leur quartier. On peut discuter des heures avec eux, des mois avec eux. Si on n'accepte pas certaines de leurs remarques, on n'avancera pas. Il faut que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir vraiment avancer. Il faut s'entendre des deux côtés. Si on accepte toutes leurs remarques, rien ne changera non plus. Donc il faut quand même trouver un équilibre. Savez, donc quel est l'équilibre? Toutes les remarques ne sont peut-être pas forcément non plus sur la mobilité. Il y a aussi d'autres points importants dans les quartiers pour pouvoir respirer. Au-delà des questions de mobilité, aussi une question d'aménagement, de permettre à toute la population d'avoir accès à certains événements dans sa commune. Moi, j'ai entendu beaucoup de remarques qui allaient bien au-delà de la mobilité, notamment à Cureghem, des points qu'on a pointés qui vont bien au-delà de la mobilité, et la population ne comprend pas pourquoi est-ce que l'on commence par ça, par quelque chose qu'ils considèrent effectivement être un droit, même si aujourd'hui on va devoir tous laisser un peu de ce droit de côté pour notre bien-être collectif, mais il faut aussi pouvoir entendre que pour certains, la façon dont ça a été fait n'est pas acceptable dans la circonstance actuelle. Il y a aussi des questions à se poser sur la participation et la consultation. Et alors on dit toujours que Bruxelles, c'est quand même merveilleux, 19 communes, on est très proche de l'habitant. Et là, on a l'impression que même malgré 19 communes, on se rend compte qu'il faut changer des poteaux pour se rendre compte de l'effet que peut avoir un changement comme Good Move. Est-ce que ça, c'est pas un peu étonnant, Christophe Macdonald? Si, ça peut tout à fait paraître étonnant. Et je pense que, pour partie, les élus locaux sont les relais, les fidèles relais de leurs citoyens. Et je pense vraiment fidèles, mais pour avoir quand même exercé la fonction de bourgmestre, les personnes qui font la démarche pour aller vers un bourgmestre ou une autorité communale, ce sont ceux souvent qui ont des revendications, qui sont extrêmement pointues et souvent conservatrices, pour tout dire. Et donc, effectivement, l'élu local doit prendre de temps à autre ses responsabilités et des risques auprès de ses concitoyens. Clairement, réduire la place de l'automobile en ville, ça a été démontré A plus B, je pense qu'on ne doit plus refaire ce débat. C'est une bonne chose pour des raisons de sécurité, pour des raisons de santé publique, et aussi parce qu'à un moment donné, la voiture n'est accessible qu'à une partie des Bruxellois. Et donc, il faut qu'il y ait des alternatives qui permettent la mobilité douce, là, les taxis. Donc, on peut s'étonner
du fonctionnement parfois erratique de la démocratie locale, mais je voudrais dire que la participation aujourd'hui est un enjeu très politique, dans lequel les politiques eux-mêmes ne cherchent pas nécessairement la via média la plus vertueuse, mais c'est aussi un moyen d'exister, de communiquer, c'est aussi un moyen de faire valider sa propre opinion, et les politiques ne sont pas étrangers à ce type de stratégie, il faut bien le dire. Européen. J'ai quand même l'impression qu'il y a une énorme déconnexion entre toutes les décisions et ces consultations populaires et finalement la vie réelle dans les quartiers et dans les différentes villes. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très intéressé dans les médias, qui n'est pas très intéressé par la politique, énormément de personnes se sont levées le matin avec des blocs de béton sans avoir entendu parler de ce plan. Et alors on comprend, on voit à Scarbeck ce côté un peu épidémique à réagir. Ici, les plans vont être adaptés, changés, il y a une nouvelle discussion. Est-ce que vous avez une nouvelle stratégie de communication, d'information qui va être plus innovante que ce qui a été mis en place jusqu'à présent? Moi, je pense que peut-être le défaut qui a été fait jusqu'à présent, et c'est souvent malheureusement le cas avec la participation citoyenne locale, c'est qu'effectivement, les personnes qui, en tout cas c'est l'impression que j'ai, ont participé aux réunions qui ont eu lieu, c'est des personnes qui étaient favorables effectivement à une forte réduction de la voiture dans leur quartier, et qu'un certain nombre d'autres personnes ne se sont pas en fait rendues compte à quel point ce plan allait vraiment changer leur quotidien et allait changer la mobilité dans leur quartier. Et donc maintenant, il va falloir aller vers ces personnes-là pour qu'elles puissent aussi venir. Et effectivement, ça va être très compliqué d'avoir des échanges sereins après la tension qu'on a connue. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut qu'on mette en pause aujourd'hui, avant que ça n'aille encore plus loin et vraiment avant que ça ne rende impossible des discussions sereines pour avancer sur un autre modèle de mobilité à Bruxelles. Et est-ce qu'il n'y a pas pour l'instant un sport de tous s'attaquer aux Verts, aux écolos et aux groupes qui ont pas mal de leviers de pouvoir sur ces dossiers-là, et tous les autres partis ont l'air de se protéger. On dit oui, c'est pas nous, c'est eux. Mais force est de constater que Groen voulait avoir le ministère de la mobilité à Bruxelles, et qu'énormément d'échevins Groen ont pris la mobilité dans les communes quand on leur a laissé la possibilité de choisir. Et c'est une excellente stratégie politique à mon sens. Mais du coup, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'effectivement, c'est surtout eux qui portent ces dossiers. Mais vous êtes dans la même majorité, vous avez validé ce programme, c'est un accord de gouvernement que vous avez voté. J'ai eu l'occasion de lire un ouvrage d'un petit penseur local carolo-régien, Paul Magnette, dans La Vie large. Il écrit littéralement « Il faut baisser le nombre de transports en automobile, il faut baisser le nombre de voitures », il l'écrit. Il faut améliorer l'offre de transport en commun, il faut donner une... Eh bien, très bien, l'amélioration de l'offre de transport en commun, vous n'êtes pas satisfaite alors du bilan du Parti socialiste bruxellois depuis 35 ans qu'il est au pouvoir. Il n'a pas développé les alternatives. Parce que j'aime beaucoup cette idée de dire oui, mais d'abord, il faut développer les alternatives. Et je pense que c'est vrai. Mais je considère... Enfin, je suis originaire de Charleroi. C'est le jour et la nuit en transport public entre Bruxelles et toutes les autres villes du pays. Donc, il faut déjà se dire ça. Les transports publics sont un peu plus grand aussi, Bruxelles. Oui, on est quand même un million d'habitants. Et c'est moins beau. Il y a plus de voitures au kilomètre, comme vous l'avez dit. Peut-être sur Charleroi pas. Mais la vraie question, c'est ça, c'est le rôle d'un élu local, d'un parlementaire dans la majorité. Est-ce que c'est pas de dire aux gens, d'oser assumer le fait que, cher monsieur, chère madame, de mon quartier, chers voisins, malgré votre participation, parce que c'est aussi de la participation, les gens qui manifestent et qui cassent les panneaux de signalisation, c'est aussi une participation politique. Vous êtes peu nombreux, vous êtes en colère, on vous écoute, on écoute votre colère, mais malgré tout, vous devez savoir que c'est ça aussi le rôle de la politique, mais je ne en tout cas dans la majorité. Vous dites vous êtes peu nombreux, mais en fait on n'a pas fait un sondage grandeur nature, on n'a pas fait de référendum pour savoir exactement qui est pour, qui est contre ce qui se passe dans son quartier. Et c'est pas parce que certaines personnes ne sont pas allées retirer moi je suis pas allée retirer des poteaux dans mon quartier de signalisation, et pourtant je pense que la façon dont ça a été mis en œuvre dans mon quartier, ça n'allait pas. Donc je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la caricature non plus. Mais quand je dis qu'il faut une meilleure offre de transport en commun, je pense que quand le matin, des personnes se plaignent à Bruxelles que les wagons sont bondés et que de l'autre côté, on met en place Good Move et que personne ne sait plus quelle rue prendre pour sortir et rentrer dans son quartier. Voilà, c'est à un moment donné, il faut être cohérent dans ce qu'on offre. Et non, je suis très fière du bilan du Parti socialiste, notamment sur la gratuité des moins de 25 ans, des plus de 65 ans. C'est nous qui nous sommes toujours battus pour cela contre Good Move. C'est 1 euro par mois. Enfin bon, c'est presque gratuit. C'est presque gratuit. Question Magdalene sur le rôle de la majorité. Vous aussi, vous êtes député de la majorité.
il faut défendre Good Move. Il faut de toute façon, on a besoin d'un plan régional de mobilité, et c'est celui-là que nous avons adopté, donc il faut le défendre. Il faut défendre le fait que nous soyons descendus à 30 à l'heure, il faut défendre le fait qu'on assainisse le parc automobile, il faut défendre le rééquilibrage de l'espace public tel qu'on l'a dit, et il faut améliorer les transports publics. Mais comme ça a été dit, je suis désolé de dire, mais alors moi j'habite dans un quartier évidemment de la 2e couronne, mais il y a bus, il y a tram, il y a aussi le métro. La plupart des quartiers de Bruxelles sont correctement desservis. Certains ont un historique un peu plus compliqué, je pense notamment à Uccle. Mais dans l'absolu, il y a une disponibilité de transport en commun aujourd'hui qui est quand même satisfaisante. D'ailleurs, on a plutôt de bonnes notes au niveau international sur le transport public à Bruxelles. Donc il faut assumer jusqu'au bout. Il faut assumer jusqu'au bout. Et puis il faut retravailler le travail au niveau local. Les mailles, ça a été dit par certains spécialistes, les mailles telles qu'elles ont été prévues sont trop grandes, elles sont difficiles à mettre en œuvre. Retravaillons la chose. Resserrons les mailles, voilà, ça c'est pour les semaines à venir. Alors, une manif autorisée le week-end dernier à Ixelles et qui a fait du bruit. Des hommes cagoulés qui manifestent contre Israël notamment. L'ambassadeur d'Israël qui réagit. Sur notre plateau, le bourgmestre d'Ixelles a expliqué qu'il ne pouvait pas interdire a priori ce type de manifestation. Nous n'avions pas d'éléments pour interdire la manifestation. Comme nous n'avons pas d'éléments pour interdire une manifestation qui demande la fin de la Belgique, qui demande, qui parle de conflit en Turquie avec les Kurdes. Donc et tout ça. il n'y avait pas lieu de l'interdire. J'avais pas d'éléments par rapport à ça et je l'ai demandé 15 fois. 2, si pendant la manifestation, il y a un constat que des personnes tiennent des propos qui justement tombent sur la législation de 2007, là, ils sont et on peut les poursuivre sur le plan pénal. Et par rapport à ça, nous n'avons pas eu d'éléments concrets, mais nous sommes en train d'analyser toutes les images et toutes les vidéos. Et je demande aux personnes qui ont été choquées, si elles ont vu, si elles ont enregistré, si elles ont des images, de me les faire parvenir ou de les faire parvenir à la zone de police, parce que évidemment, nous ferons le suivi pour pouvoir poursuivre ces personnes pénalement. Alors Christophe Magdalene, sur les réseaux sociaux, vous avez réagi, vous, et vous avez interpellé le bourgmestre en disant mais il y avait des gens cagoulés, est-ce qu'on peut manifester en étant cagoulé? Quelle est la réponse de celui qui fut député, qui fut bourgmestre faisant fonction? Non, les personnes qui manifestent doivent être reconnaissables dans l'espace public. Je comprends le positionnement du bourgmestre d'Ixelles. Quelque part, il s'est fait rouler dans la farine. Et c'est dommage qu'ils ne le disent pas, parce que s'il a donné une autorisation à des organisations bien déterminées et qu'il a pris toutes ses assurances, manifestement, ça n'a pas été respecté. On parle quand même d'antisémitisme, d'appel à la violence, d'apologie du terrorisme, de personnes qui sont cagoulées, qui s'expriment, ils choisissent la langue qu'ils veulent pour s'exprimer dans l'espace public. Ça n'est quand même pas rien, c'est choquant, ça a choqué au-delà d'ailleurs des frontières bruxelloises et belges. Je pense que le bourgmestre d'Ixelles s'est fait rouler dans la farine, et si c'est pas le cas, alors il y a une faute politique. Mais je ne crois pas, je pense M. Doulkeridis sincère, mais par rapport à ça, il y a quand même une prudence à avoir par rapport à l'importation de conflits extrêmement sensibles nous venant du Moyen-Orient ou qui peuvent nous venir d'ailleurs par ailleurs. Mais est-ce qu'il faut empêcher les manifestations de ce type-là d'avoir lieu, Leïla Hajic? Je ne vois pas sur quelle base démocratique on peut empêcher des manifestations qui, en tout cas, quand dans l'appel à manifestation, quand dans les organisateurs, on ne retrouve pas d'appel à la haine, d'antisémitisme peut-être dans ce cas-ci. On est obligé d'autoriser ce genre de manifestation, notamment quand on est la capitale de la Belgique, mais surtout de l'Europe, et que bon nombre d'associations veulent manifester ici pour s'adresser à d'autres instances internationales. Mais évidemment qu'on doit être extrêmement vigilant le jour de la manifestation pour qu'elle se déroule bien et que si des cas répréhensibles sont constatés, que la justice puisse faire son travail. Nicolas Dellequet. Je voudrais demander à M. Magdalene, ce qui importe quoi en fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des personnes qui décident de mettre dans l'espace public les contradictions et les problèmes qui sont rencontrés dans d'autres zones du globe. Absolument. Ça n'est pas impossible, on ne peut pas les empêcher. Mais à un moment donné, est-ce que... quand on manifeste, par exemple, pour ce qui se passe contre ce qui se passe en Iran... Ou en Iran, personne ne déplore une importation, mais là, spécifiquement, vous déplorez l'importation. Pourquoi là et pas sur d'autres conflits du monde, en fait? C'est pas que je peux aussi effectivement me plaindre du conflit en Ukraine ou en Iran. Non, mais il y a d'autres éléments de cette nature-là qu'on a pu rencontrer avec le conflit rwandais. On pourrait se plaindre. Mais on s'en plaint pas, c'est très curieux en fait.
Donc là, je vous en parle. Mais il faut que courageusement les experts portions je vous en félicite, mais personne n'a envie d'accepter. Spontanément, vous n'avez pas tweeté sur le fait qu'il y avait des personnes ukrainiennes qui manifestaient ou des sympathisants de Parce qu'il n'y a pas eu l'Ukraine. d'affrontement entre Russes et Ukrainiens, à ma connaissance, dans l'espace public. Ici, des affrontements entre... Ici, il y a des risques de sécurité substantiels. Enfin, je pense quand même que M. Doulkelridis en a parlé. Il y a des infractions à la loi potentielles. Il y a des risques de sécurité, mais ce n'est pas c'est pas le rapport à l'importation, c'est le rapport à la sécurité publique qui est un vrai problème. Mais l'importation... La vraie question était de savoir quelles sont les limites finalement des manifestations, qu'est-ce qu'on accepte, parce que parfois on peut se dire, ici il y avait des associations qui sont interdites au niveau de l'Union européenne, comme le Hamas. Le PKK emporte le même genre de problématiques. Ils manifestent aussi de temps en temps à Bruxelles, les moudjahidines du peuple iranien aussi. Donc, est-ce qu'il y a des règles à revoir? Est-ce qu'il y a une loi communale à revoir? Ou des dispositions à revoir, à votre sens? C'est très difficile, parce que le point de départ, c'est quand même d'accepter que les personnes puissent s'exprimer dans l'espace public avec des autorisations préalables. Après, il y a des organisations dont on sait qu'elles sont potentiellement dangereuses ou posent éventuellement des problèmes et auxquelles on refuserait l'autorisation de manifester. Il est évident qu'ici, ces personnes ont, au sens propre et figuré, avancé masqué. Donc c'est très difficile pour les autorités, au préalable, d'interdire une manifestation. Mais il faut être vigilant après, c'est ça que vous disiez vous aussi, moi je pense qu'il faut être vigilant après, mais il faut permettre aussi que certaines thématiques soient abordées. On ne peut pas masquer... on ne peut pas présupposer ce qui va se passer à une manifestation, empêcher des personnes tout à fait honnêtes de manifester. Je veux dire, on n'a pas interdit les manifestations syndicales parce que les dockers d'Anvers ont mis à feu la gare du Midi il y a quelques années. Je pense que c'est la même question ici. Il faut être vigilant durant la manifestation, mais on ne peut certainement pas en démocratie empêcher ce genre de manifestation. Je vous propose à présent une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui qui vous inspire en bien ou en mal. Et on va commencer par Christophe Magdalens. Je vous propose Elon Musk qui a racheté Twitter. Nous avons aussi Philippe Alexandre, le politologue le plus rosse du PAF français, Jacqueline Beer, l'actrice qui était honorée pour sa carrière théâtrale au prix Maeterlinck, ou Mette Frederiksen, la social-démocrate victorieuse au Danemark. Qui choisissez-vous? Elon Musk, Philippe Alexandre, Jacqueline Beer ou Mette Frederiksen? Mais je vais choisir Madame Frederiksen. Parce que, le Parti social-démocrate danois a fait un score remarquable, le meilleur depuis 20 ans. Et c'est une sensibilité politique, moi, dont je suis assez proche, en fait. La social-démocratie, notamment aussi attachée à la laïcité, et qui ose prendre ses responsabilités quand c'est nécessaire. L'Église d'État au Danemark, bon, c'est pas grave. Oui, mais ça n'empêche pas la philosophie et l'idéologie du Parti social-démocrate. Oui, d'accord. Oui, mais on est d'accord là-dessus. L'Église d'État, la laïcité, c'est pas grave. Je vous ai interrompu. Et donc, si je peux terminer, allez-y, pardon. S'il est possible de terminer, je pense effectivement qu'il y a aujourd'hui un résultat électoral au Danemark qui est assez intéressant. C'est un pays quand même qui ne nous est pas totalement étranger. Et le fait de voir l'extrême droite disparaître de la carte politique est quand même un phénomène majeur et important compte tenu de ce qu'on peut connaître ailleurs. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous êtes un social-démocrate, pourtant vous êtes chez Défi. À Oudergem, vous n'êtes plus chez Défi. Où est-ce que vous êtes exactement encore, Christophe Magdalens? Peut-être la création d'un nouveau parti inspiré social-démocrate, Frederiksen. Non, alors bon, j'entends les sarcasmes venant de part et d'autre, mais dans l'absolu, oui, j'ai une sensibilité qui est proche de la social-démocratie laïque. Je suis social-libéral chez Défi. Je pense qu'il n'y a pas du tout d'incompatibilité. J'ai par exemple une sympathie pour François Hollande. Le dernier ouvrage qu'il a pu affronter, est excellent à certains égards. Et donc, on peut être... Quand on est social-libéral ou libéral-social comme on l'est chez Défi, bien sûr qu'il y a des ponts avec la social-démocratie, bien sûr qu'il y a des ponts aussi avec les progressistes qui peut encore exister au MR. Donc voilà, donc en ce qui me concerne, moi je n'ai jamais désemparé par rapport à ce que sont les combats et l'ADN de Défi. Que ce soit d'ailleurs la neutralité, effectivement on n'a pas d'église officielle en Belgique, et heureusement. Mais toujours est-il que vous n'êtes plus de Défi à la commune d'Oudergem.
Ça, c'est effectivement un accord local qui n'a pas été respecté et qui emporte, selon deux amis et moi pour être correct, effectivement, une position qui est de dire, chers amis, appliquez les accords que nous avons pris en 2018 et tout rentrera dans l'ordre. Non, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc vous êtes défi à la région, mais pas à la commune. Je suis défi. Voilà. Les Lagiques, à vous, 4 autres personnalités. Lula da Silva, vainqueur au 2e tour au Brésil. Maurice Hollander, un éditeur bruxellois décédé cette semaine. Phoebe Plummer, une des activistes condamnées qui a lancé de la purée sur des œuvres d'art, ou Jerry Lee Lewis, un monument du rock décédé cette semaine. Beaucoup de monuments là-dedans. Lula, Maurice, Phoebe, Jerry Lee, que choisissez-vous? Lula, évidemment. Je pense que c'était un véritable soulagement d'apprendre les résultats au Brésil, même si bon, c'était très serré, donc quelques craintes restent par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours, mais voilà, qu'il ait réussi à battre cette extrême droite terrifiante dans un pays aussi important au niveau mondial que le Brésil, c'est vraiment un point positif cette semaine. 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou énervé, et pourquoi? Tout d'abord, l'Union, qui a fêté ses 125 ans, l'Union Saint-Gilloise, l'inflation qui se poursuit encore en 22 et qui se poursuivra en 23, la consommation, elle, de gaz qui chute, les élections américaines plutôt serrées la semaine prochaine, ou encore des réfugiés de plus en plus nombreux tous les jours qui arrivent à Bruxelles, et fait d'asile qui a énormément de difficultés à les loger. Que choisissez-vous? On commence par vous, Leïla Hajic. Qu'est-ce qui vous a énervé dans ces infos? Énervé, attristé, c'est vraiment les réfugiés de plus en plus nombreux, surtout autour du Petit Château, autour du canal, entre la ville de Bruxelles et Molenbeek. Et ce qui m'énerve vraiment, c'est le fait que les secrétaires d'État, l'immigration s'enchaîne et malheureusement ne prennent toujours pas leurs responsabilités. Donc à Bruxelles, on a créé des places d'accueil, alors que ce n'est absolument pas notre compétence. Il en manque, on doit aller plus loin et malheureusement, voilà, ça bloque toujours. Et moi, en tant que fille de parents qui ont été réfugiés un jour dans notre pays, je suis vraiment triste de voir ce spectacle. Et je me dis qu'on a eu beaucoup de chance à cette époque, en tout cas ma famille, de ne pas vivre dans ces circonstances-là. Et je suis vraiment triste que ces personnes, elles, doivent le vivre. Mais comment ça se fait que le gouvernement fédéral n'arrive pas à régler ce problème-là? Gouvernement fédéral dans lequel on trouve quand même des partis qui, normalement, n'acceptaient pas ce genre de situation-là lors des précédents gouvernements. Donc je parle notamment du PS et des Oui, mais parce qu'on a aussi des membres de ce gouvernement qui ont des positions très arrêtées sur l'immigration et pour qui chaque place de plus dans un refuge est un appel d'air, une immigration de masse. Alors qu'elle est là quand même, ces gens sont là, juste ils sont dehors dans le froid au lieu d'être dans un lieu digne que doit offrir la Belgique. Et oui, on fait partie d'un gouvernement et j'espère qu'on pourra finir par convaincre. Je sais que la ministre de la Défense va prendre une partie, en tout cas, de cette charge, alors que ce n'est pas forcément de sa compétence. Mais voilà, malheureusement, on fait ce qu'on peut avec les compétences que l'on a au fédéral, mais ce n'est pas assez. C'est pas une raison pour créer une crise politique, je veux dire, moi et mon histoire personnelle vous répondrez que oui, mais dans la situation actuelle... Mais vous n'êtes pas la présidente du Parti socialiste. Voilà, mais dans la situation actuelle du pays, je sais que d'autres crises peuvent en cacher une comme celle-ci. Christophe Magdalene, une autre info parmi celles-ci, ou la même? Non, oui, évidemment, la crise des réfugiés, c'est quelque chose qui sensibilise tout le monde. Non, je voulais parler de la consommation de gaz qui chute, parce que, quelque part, c'est aussi plein d'enseignements, la crise que nous vivons actuellement, et la consommation de gaz ou d'énergie en général est intimement corrélée au coût de l'énergie. Et donc, pour avoir eu des discussions avec certains écologistes, l'énergie à bas prix a des conséquences néfastes sur nos ambitions climatiques.
Et donc, le fait que lorsque l'énergie est chère, la consommation baisse, mais ça veut dire qu'il y a quand même une corrélation avec laquelle il faut pouvoir jouer, indépendamment, évidemment, de garantir à chacun et à chaque ménage un accès suffisant à l'énergie. Mais donc, demain ou après-demain, dans nos stratégies de lutte contre le réchauffement climatique, il y a vraisemblablement aussi le fait que l'énergie, ça n'est pas gratuit et ça ne se jette pas par les fenêtres parce que les prix seraient généralisés trop bas. Voilà, on y est arrivé, les prix sont élevés. Hein. Oui, enfin, bon, il ne faut pas non Voilà. plus pousser. C'est pas la crise, Si ce vous ne sont pas l'avez- les crises extérieures qui doivent définir nos Non. stratégies. Mais je veux dire, il y a des enseignements à tirer sur la corrélation entre le coût de l'énergie et notre capacité à faire attention à la matière. Il y a certainement aussi des leçons à tirer de ce qui se passe en matière de COP27, hein, puisqu'on reste dans le sujet. Est-ce qu'il faut aller à 125 membres en Égypte à cette COP27? C'est ça la délégation belge, Christophe Magdalens? Non, pas du tout. Enfin, moi, je serais très curieux d'ailleurs d'avoir les explications des uns et des autres pour nous expliquer pourquoi ils doivent être 127 là-bas. La Belgique, c'est un petit pays, c'est un pays fédéral. Certes, les compétences sont en matière d'environnement réparties entre les régions, les communautés, enfin les régions et le fédéral. Je pense qu'on peut y aller représenter. Nous avons une diplomatie, nous avons un ministère des Affaires étrangères, nous avons un État fédéral qui est censé coordonner la démarche et le plan national en matière d'énergie et de climat. Je pense qu'on peut y aller à moins de personnes et se faire représenter par l'État fédéral. Et la AGIC? Honnêtement, j'ai pas la liste de cette composition. Ça me choque pas plus que ça. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus choquantes, comme le temps que l'on met à chaque année à se mettre d'accord pour avoir une position à minima à la COP 26, 27 et les suivantes. C'est plus ça qui me choque. Je pense que si c'est composé de politiques, d'activistes, d'experts, de scientifiques, de citoyens, de la société civile, c'est normal qu'on monte à un certain nombre. Mais je pense que c'est plutôt notre position qui devrait faire couler plus d'encre que finalement la composition. Devrait être plus efficace, surtout que c'est surtout ça. C'est toujours l'histoire du fédéral, des régions et autres. Hein. Il y a la COP, mais les COP précédentes, on avait le même débat, rien n'a changé. Chaque région envoie toujours aussi ses différents représentants. Ici, en l'occurrence, la ministre flamande, elle ira même pas. Oui, mais c'est une excuse. Hein. Oui, on sait ce que la ministre flamande fait chaque année avant chaque COP. Voilà. La région flamande sera représentée. Oui, mais sans la ministre. Nicolas de Decker, est-ce que c'est très politique ou pas du tout? La discussion sur... Pardon, mais c'est vous ça. Hein, oui. Le fait qu'on parle de ça alors que l'enjeu climatique, selon moi, dépasse légèrement la taille de la délégation belge, Jean-Jacques, pardon. C'est un petit peu comme quand on se plaint que les gens ont des iPhones alors qu'ils manifestent pour le climat. Je sais pas. Je suis pas tellement expert sur ces questions climatiques. Pardon. Oui. Mais je pense, Jean-Jacques, que c'est pas ça le vrai sujet. Il y a un sujet par rapport au fédéralisme belge, en effet. Mais moi, je fais partie de ceux, mais c'est très mal pensant, je fais partie de ceux qui défendent le fédéralisme en général et qui dédramatisent les questionnements autour du fédéralisme belge en particulier. Ça me semble pas non plus complètement fou, notamment d'ailleurs en tant que Bruxellois, qu'il y ait des approches, des besoins et des demandes différentes entre Bruxelles, qui est une ville extrêmement urbanisée, avec des taux de voitures au kilomètre carré, je ne sais pas si vous vous rappelez, énormes, et la Wallonie, qui est une région d'ancienne grosse industrie, avec beaucoup d'espace, etc. Les préoccupations, les devoirs et les droits sont très différents. Donc je ne suis pas contre le fait qu'il y ait du fédéralisme en Belgique, pas du tout. Par ailleurs, quand on voit comment la Belgique fonctionne, on peut le déplorer, mais quand on regarde comment fonctionne internationalement un système tel que celui qui amène 127 personnes belges à Sharm el-Sheikh, on se dit que finalement, si le monde était une Belgique, il irait peut-être déjà encore mieux. Ou peut-être mieux. En tout cas, c'est l'occasion de parler de cette COP27 et de savoir ce qui risque peut-être de s'y passer, et quel est le rôle que Bruxelles va y jouer. Et vous, Jean-Jacques, on aimerait aussi savoir ce que vous allez faire. Non. Et vous-même, Nicolas. Vous n'irez pas en Égypte. Non, mais donc, l'idée ici est de savoir finalement, est-ce que la donne a changé maintenant avec ce que Christophe Magdalens expliquait tout à l'heure, le prix de l'énergie. La donne a changé au niveau de la COP et de nos priorités. Mais c'est paradoxal, il a raison de l'expliquer, mais ça n'a pas changé grâce ou à cause de la Convention 4 des Nations Unies sur le dérèglement climatique. Ça a changé
grâce, c'est terrible, à Vladimir Poutine. Circonstances. Donc c'est la démonstration, absolument, c'est la démonstration que tel qu'il est pensé et tel qu'il est agi, le système international ne fonctionne pas très très bien. Pardon Jean-Jacques de vous le dire. Après, je pense qu'on ne peut pas non plus se réjouir de cette diminution à cause de la crise, parce que cette diminution est essentiellement répercutée sur une population qui n'est pas forcément la première responsable, sur des petits commerces, nos boulangers par exemple. Et donc voilà, moi je pense que c'est intéressant comme analyse, mais je préfère imaginer Bruxelles où les immeubles et les maisons sont rénovés et isolés, ce qui permet de moins consommer d'énergie, plutôt qu'un Bruxelles où on consomme moins de gaz parce que les gens vont avoir très froid cet hiver chez eux. Mais bon, ça, pour l'instant, on n'a pas froid, c'est ça l'avantage. Pour l'instant, on n'a pas froid, mais c'est très inquiétant également. Pas ce qui a été dit. Et puis, il va peut-être faire très froid aussi, on va peut-être devoir souffrir et payer très très cher ce gaz qu'on n'aura pas. Oui, alors on sait que les tensions sont surtout pour l'hiver prochain, en termes de disponibilité et des réserves. Maintenant, on sait très bien aussi que les consommations ont recommencé à repartir à la hausse, parce qu'effectivement, il y a un effet climat. On a connu un mois d'octobre inouï en termes de température. Alors, on passe à notre dernier sujet de la semaine. Vendredi dernier, un nouveau féminicide à Bruxelles. La victime, une infirmière espagnole de 23 ans qui ne voulait pas retourner au pays. Son compagnon ne l'a pas supporté et l'a assassiné. Jeudi, les collègues de Bordet de l'infirmière étaient en larmes. Reportage Jim Moscovitch et Fred Dehaeno. Les masques ne suffisent pas pour cacher l'émotion des collègues de Teresa. Une commémoration remplie de tristesse, de colère, mais aussi d'interrogations. Pourquoi tout ça se passe encore à l'heure actuelle et comment une femme avec qui on travaille au quotidien pouvait subir, j'imagine, des violences depuis une longue date pour qu'elle soit assassinée comme ça, quoi. Cette infirmière espagnole avait rejoint l'Institut Bordet récemment, mais en peu de temps, des liens forts se sont tissés avec l'équipe du service d'hématologie. Elle est arrivée chez nous en juin, c'est un énorme sourire, un rayon de soleil. Le Sud qui arrive en Belgique et on nous a appris un petit peu ça. C'est comme ça qu'on le vit à l'heure actuelle. Les collègues sont encore sous le choc de cette terrible nouvelle. Leurs supérieurs et la direction se sentent démunis, mais sont présents. C'est du soutien psychologique, je pense, avant tout. C'est ce qu'on peut amener à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres armes. On ne sait pas très bien quoi faire, mais on sait qu'à tout le moins, on peut tous se rassembler pour montrer notre émotion, montrer notre solidarité, montrer notre soutien. Elle se prénommait Françoise, Laetitia, Rachida et aujourd'hui Teresa. Derrière cet hommage, il y a aussi des revendications. On parle ici d'un féminicide, une femme, une infirmière, tuée par son ex-compagnon. Il faut les revaloriser, il faut les écouter. Et je me dis, voilà, ça tombe sur une infirmière. Voilà, je me dis, en fait, ça m'étonne pas, quoi. C'est les femmes qui sont les plus vulnérables à l'heure actuelle, quoi. Teresa Rodriguez avait 23 ans. Elle est la 19e victime d'un féminicide en Belgique cette année. L'énergie des féminicides, on en parle beaucoup depuis quelques années, c'est récent, c'est devenu maintenant une notion vraiment acceptée à la fois juridiquement, médiatiquement, de manière très claire. Que fait-on contre ce fléau ? Alors c'est vrai que cette semaine, on apprenait à la fois ce 19e féminicide au minimum, parce que pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres officiels. Et en même temps, le fait que le gouvernement fédéral a enfin un accord pour une loi féminicide où on définit clairement 4 types de féminicides, mais où aussi on instaure enfin le fait de recenser le nombre de féminicides, ce qu'on était censé faire depuis 10 ans déjà en Belgique après avoir signé la Convention d'Istanbul, mais aussi des formations au niveau de la police, des magistrats. Et voilà, je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est un premier pas important. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est aussi entendre beaucoup plus le ministre de la Justice, au-delà de Sarah Schlitz, qui effectivement a une compétence reliée à ces thématiques. Mais je pense qu'il est vraiment temps que ça devienne une priorité au niveau de la justice belge. Ça prend énormément de temps, ça prend trop de temps avant qu'il y ait des condamnations. Beaucoup trop de dossiers sont classés sans suite avec des délais extrêmement longs. Et à côté de cela, il faut évidemment faire un véritable travail profond de notre société, parce que c'est pas en un claquement de doigts, c'est pas juste avec une loi féminicide, même si symboliquement c'est très important qu'on changera la société. Il faut que
qu'on puisse chacun reconnaître que parfois, oui, on a des biais sexistes, que parfois on fait certaines choses qui conduisent à penser que les hommes sont supérieurs aux femmes dans notre société. Et surtout, je voudrais dire que parfois, voilà, moi je suis une députée qui travaille beaucoup sur des questions féministes et souvent on ricane sur des résolutions, sur des textes sur lesquels on travaille parce qu'évidemment, voilà, ça sert à quoi? Vous n'avez pas autre chose à faire? Sauf que vaincre le patriarcat dans notre société, c'est travailler sur des milliers de petites choses qui n'ont l'air de rien prises une à une, mais qui tout ensemble permettront à ce que j'espère les futures générations vivront dans une société égalitaire où certains hommes ne se sentent pas légitimes à décider de la vie ou de la mort d'une femme. Christophe Magdalens, qu'ajouter à ce long plaidoyer de Leila Agic? Pas grand-chose, parce que je le rejoins sur la totalité, ou presque. S'il y a encore des députés ou des personnes pour ricaner de cette question au Parlement, c'est qu'il nous reste alors énormément de travail à faire. Parce qu'on est encore très loin du compte. Ça reste le combat de l'égalité entre les femmes et les hommes et les femmes. Ce combat a été commencé dans les années 60-70, nous sommes en 2022, il est extrêmement loin d'être achevé. Et donc malheureusement, j'entends la question de justice, de modification du code pénal, ce sont des avancées, mais malheureusement, quand la justice intervient, c'est trop tard. La question évidemment, c'est en amont. C'est l'éducation de notre jeunesse, c'est les VRAS notamment, c'est toutes les personnes qui nous viennent du monde entier, c'est les sensibiliser à ce qu'est le statut de la femme dans une société, enfin en tout cas ce que nous souhaitons voir être le statut de la femme dans notre société, c'est-à-dire l'égal des hommes, des personnes à qui on n'explique pas comment elles doivent se comporter, avec qui elles doivent se marier, les études qu'elles doivent faire, les choix qu'elles font en termes individuels, leur corps, la maternité, tout ça. Ce travail-là, on est encore très loin du compte et je pense qu'on a aussi parfois quelques freins encore au sein de notre société. Les conservatismes sont encore vivants, les conservatismes religieux notamment, et donc on est très loin d'être débarrassé du patriarcat, peu importe d'ailleurs d'où qu'il vienne. Aurore Pénois. Non, au moins, c'était un peu de positif dans tout ce négatif cette semaine, ces annonces, effectivement, d'accord. Et alors, ce qui était aussi agréable de remarquer, c'est que finalement, ça a donné des idées, ça commence à de plus en plus donner d'idées dans d'autres pays, puisqu'en fait, il y a eu une énorme campagne autour de cette annonce dans de différents médias étrangers, qui ont amené à nouveau des débats un petit peu plus profonds, même chez nos voisins en France et en Espagne. Donc, allez, au moins, c'est la note positive de toute cette histoire. Nicolas de Decker. Mais j'ai peu de choses à ajouter, sinon que comme les trois intervenants l'ont dit très bien, il y a la question de l'amont, très en amont, c'est-à-dire ce que les gens ont dans leur tête, il y a la question de l'aval, c'est-à-dire après, la justice, la sanction, et puis il y a l'amont, mais pas encore plus bas. Le nombre de fois où on lit que la victime a essayé d'appeler des gens, d'avoir des renseignements, de se faire aider, et le nombre de fois où ça n'a pas marché, où ça n'a pas bien marché, je pense que c'est sur cette section-là aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire. D'être plus à l'écoute, par exemple, de manière générale. Oui, de tout ce qui est, de tout l'associatif, etc., et les forces de police, évidemment. Il n'y a pas que les forces de police aussi, il y a aussi sur ce exemple, qui se passe autour de nous. Sur le lieu du travail, dans le plan de lutte contre les violences faites aux femmes à Bruxelles, on a notamment prévu des formations au niveau des RH des différents organismes bruxellois, qui puissent avoir des codes pour remarquer quand une personne est peut-être victime de violences, que ce soit au sein de l'organisme, de l'entreprise, mais aussi chez elle. On a eu une difficulté à ce que les gens viennent participer à ces formations. Et ces formations ne peuvent pas être encore obligatoires parce qu'elles ne sont pas inscrites au départ dans la description du profil lors de l'engagement. Donc on voit qu'il y a encore énormément de travail à faire là-dessus, mais évidemment qu'on doit être exemplaire pour qu'ensuite, j'espère, d'autres organismes, et pourquoi pas aussi dans les hôpitaux, on puisse avoir des personnes qui sont formées et vers qui les victimes peuvent se tourner, vers qui elles peuvent avoir ensuite des relais, des informations pour trouver les bonnes associations, savoir où c'est le plus simple de porter plainte, parce qu'effectivement, dans certains commissariats, il y a les cellules EVA où les policiers ont vraiment été fortement formés sur ces questions-là, et ce n'est pas encore le cas partout, même si on y travaille. Mais donc effectivement, voilà, il y a plein d'angles à couvrir. Je pense que ces dernières années, on a quand même fortement avancé sur cette question-là, mais qu'il reste encore un long chemin à parcourir.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Christian? Non, mais je pense quand même que la plupart, malheureusement, des victimes ont eu des contacts avec les forces de l'ordre avant d'être assassinées. Et donc, je pense que pour être efficace, il faut voir où sont les carrefours où l'information circule systématiquement. Et je pense que les forces de l'ordre sont ce carrefour. Et donc la formation des policiers, on l'a fait dans la zone de police que moi je connais bien du côté du club Boisfort et Auderghem. Mais c'est vraiment essentiel que de travailler là où on a un carrefour, où tout le monde à un moment donné finit par croiser les personnes qui ont les compétences pour prévenir ces drames-là. Et on va terminer notre émission avec les coups de cœur à présent. Et Aurore, vous vouliez nous parler d'une exposition. Alors, exposez votre exposition. Écoutez, je vous propose d'aller ce week-end, dès aujourd'hui, au musée Art et Histoire de Bruxelles, surtout si vous aimez le Japon. D'ailleurs, si vous ne l'aimez pas aussi, parce que c'est juste extraordinaire. Oui, c'est super bon. Mais en tout cas, vous n'êtes pas très ramen, apparemment. Mais en tout cas, Sing Anga... J'ai encore mangé des ramen hier. C'est les estampes modernes. Hein. Alors, il y en a qu'on a déjà vu il y a quelques années, mais c'est toujours un plaisir de voir ce travail tellement qualitatif, tellement fin, tellement magnifique. Bon, vous allez jusqu'au 15 janvier, mais en fait, ne traînez pas, ça a un succès énorme. Donc des estampes japonaises. Des estampes japonaises au musée d'art et d'histoire, conseillées par Aurore Pénois elle-même. Mais si j'avais su, j'aurais mis comme coup de cœur que j'allais devoir répondre de ces attaques, j'aurais mis comme coup de cœur Sapporo Sushi, ramen. Rue de l'enseignement à Bruxelles, excellent ramen que j'ai encore mangé hier. Donc ça c'est pour parler de ramen, mais c'était pas justice. Mais c'est pas mal, hein. Vous faites l'expo et puis vous allez manger. Voilà. Et alors mon coup de cœur c'est pour le RWDM, dit RWDM. Oui, on dit en disant RWDM. Je trouve que ce club qui est en passe de monter en première division, il est vraiment, selon moi, parmi les mieux placés. Je ne suis pas expert en foot, mais je m'y connais un peu. Je suis en tête de la division 2. Je déplore un manque d'enthousiasme que comparativement aux aventures de l'Union Saint-Gilloise, je vois des gens du Nord là-bas qui s'expriment, je trouve ça complètement injuste. C'est une question, c'est un débat. Est-ce qu'ils se sont fait racheter par le mauvais milliardaire ? Est-ce que c'est parce que leurs supporters sont des gens... Eh bien, Aurore, c'est une partie, à mon avis, de la réponse. Pour rendre plus moderne l'écharpe de supporters du RWDM. Il faut gentrifier C'est étrange à quel point l'Union est non pas populaire dans le sens sociologique, mais dans le sens médiatique. Et le RWDM, qui est l'adversaire, l'ennemi historique de l'Union, est un peu oublié. Eh bien, c'est pour ça que je voulais leur rendre justice aussi. Ça et mon amour des ramen. C'est un peu la mémoire courte, parce qu'il fut un temps où RWDM était très à la mode et l'Union pas du tout. Eh bien, nous sommes là pour aider le temps long, pour redire le temps long de l'histoire. Tiens, à propos de club Loré, ça c'est chez vous, ça Oui, tout à fait, oui. Je suis encore président Loré pour quelques semaines. Oui, alors c'est pas spécialement du football, mais c'est du hockey. C'est du hockey, c'est du tennis, c'est du paddle, c'est du bridge, et c'est du plaisir. Donc voilà, c'est ça un club multisport. On peut marcher en Forêt-de-Soigne aussi, puisqu'on est à Loré de la Forêt-de-Soigne. Oui, donc Loré c'est bientôt fini, comme vous le disiez, mais... Enfin, je resterai quand même administrateur, parce que voilà, c'est du bénévolat, et donc plus on est, mieux on est outillé quelque part. À propos de club et de présidence, Défi, j'ai oublié de vous poser la question. Il va y avoir un nouveau président, Défi, il y a des nouvelles élections. Quel est votre candidat? Alors, je n'ai pas de candidat, très sincèrement. Dans les trois candidats, il n'y a pas de candidat qui vous sied? J'ai été le contradicteur de François de Smet il y a 3 ans. Il a à peu de choses près le même programme aujourd'hui, et donc je pense qu'il a bien besoin de 3 ans supplémentaires pour achever ce qu'il a entamé, parce que ça a été lent et difficile, il faut bien l'admettre. Et les autres candidats, on connaît les qualités de Michael Vessart, en tout cas au Parlement, puisqu'on le fréquente là régulièrement et moi un peu en dehors. C'est aussi un grand amateur de football d'ailleurs. Oui. Et alors on a une candidature wallonne qui est toujours une bonne chose pour rappeler l'existence et le combat de défis en Wallonie, et qui est très compliqué. Et donc très sincèrement, en ce qui me concerne, à ce stade-ci, je préfère ne rien dire et prendre un peu de distance, parce que je n'ai pas de coup de cœur pour tout vous dire en la matière. Ok, mais alors vous avez droit à un autre coup de cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à Auderghem ou à Woluwe-Saint-Pierre, à part aller à Loré? À part aller à Loré. Écoutez, ce que moi j'ai envie de dire, parce que je les fréquente quand même beaucoup, ces chers amis restaurateurs qui souffrent, je pense que si on peut prendre chacun, quand on a les moyens, un moment pour aller manger un petit bout dans un resto sympa. Il y avait des ramen? Il y a des oui, non, il y a des sushis si vous voulez. Moins bon qu'à la rue de l'enseignement. Voilà, mais voilà, il y a des restaurateurs qui nous attendent, je pense.
Et vous, Leïla Agic, un coup de cœur pour terminer. Très bon sushi sur la place du Miroir à Jette. C'est dépassé, on parle de ramen. Ah oui, même moi je suis restée sur les sushis, désolée. Mais sinon, au niveau culturel, le centre culturel de Jette a une très belle programmation, notamment une semaine féministe qui arrive. Donc voilà, je vous invite toutes et tous à aller voir sur leur site internet et à participer. Ben voilà, un beau programme pour les jours à venir, sushi, ramen et féminisme. Voilà ce que nous avons, et un peu de hockey, donc, et de hockey et des stands. Voilà, merci à vous tous, merci aux invités, merci aux experts. On se retrouve samedi dans 15 jours pour une prochaine émission, Les Experts. Bon week-end d'ici là. Qui négociera en 2014 est à la hauteur de la table.